Bonsoir à toutes et à tous. 44 degrés demain à Athènes où les touristes s'évanouissent par dizaines en faisant la queue pour visiter l'Acropole. L'Europe du Sud connaît une fois de plus un été caniculaire. Conséquence, les plages du nord de la France ou de Bretagne ont de plus en plus la cote. Des régions qui toutefois n'étaient pas forcément préparées à absorber autant de touristes, ce qui génère des tensions. Question, avec la hausse des températures, assiste-t-on à un basculement de la carte touristique vers le nord ? Comment éviter le surtourisme pour ne pas se retrouver au Mont-Saint-Michel comme dans un hall de gare aux heures de pointe ? Et puis, qu'attendons-nous des vacances en ce jour de grand départ avec plus de 800 km de bouchons à la mi-journée ? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir « Canicule, inflation ou partir en été ?» Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Bouzou. Vous êtes économiste, directeur fondateur du cabinet de conseil Asterès. Pascal Ebel, vous êtes directrice associée chez Seaways, spécialiste des questions de consommation. Linda Lenné, vous êtes rédactrice en chef de l'écotouristique. Je signale votre édito qui est intitulé « Pas de tabou sur le surtourisme ». Et enfin, Guillaume Linton, vous êtes président de Asia Voyage, spécialiste des voyages vers l'Asie et le Pacifique. Merci de participer à cette émission en direct. Linda Lenné, je commence avec vous, avec un article du Monde, évidemment, la canicule en Grèce notamment fait la une de tous les journaux. Il y a cet Athénien qui dit, tout simplement, l'été devient invivable à Athènes. Est-ce à dire que ça n'est pas une bonne idée d'aller visiter l'Acropole, il faut le dire, en juillet-août ? Alors c'est une bonne question. En fait, c'est vrai que déjà vendredi et samedi dernier, il faisait très chaud en Grèce. Et donc, les sites archéologiques ont dû fermer aux heures les plus chaudes. Cette semaine, rebelote, entre jeudi et dimanche, le thermomètre atteint 40-44 degrés. Et donc, là aussi, les autorités, le ministère de la Culture a décidé de fermer les sites archéologiques entre midi et 17h30. Ça veut dire qu'on visite plutôt le matin et plutôt en fin de journée. Donc, c'est la réponse de la destination par rapport, effectivement, au réchauffement climatique. Et ces nouveaux donc, on passe ces journées enfermé dans son appartement climatisé entre 10h et 17h à regarder la télévision grecque. C'est ça le programme des vacances? Alors, c'est aux voyageurs de choisir finalement. Il y a sans doute des périodes plus agréables pour visiter la Grèce. Et d'ailleurs, la destination maintenant fait beaucoup la promotion de l'avant et de la pré-saison. C'est-à-dire on y va à Pâques, on y va à la Toussaint. À Pâques, on y va à la Toussaint. À la Toussaint, vous avez encore des températures très agréables. La mer est également agréable. Donc c'est peut-être une bonne idée aussi justement de partir en dehors du pic d'été. Et qui plus est, vous aurez moins de monde sur les sites. Nos générations, on allait en Grèce en sac à dos. Il faut changer les habitudes. Et la jeunesse va changer ses habitudes. Je lis dans le Figaro Christine, sexagénaire, qui dit « Moi, en été, je fais l'Europe du Nord ». Alors en effet, il y a quand même des modes de vie qui font qu'on peut partir en dehors, mais pour tous ceux qui ont des enfants, on est obligé de partir pendant les vacances scolaires. Donc c'est ça qui complique les choses et sans doute qu'il faudra peut-être un jour aussi changer les périodes scolaires. On en parle aussi en termes d'éducation nationale. Et avant, on partait tous au mois d'août en fait. C'était le mois d'août en entier, mais dans les départs en vacances, on coupe plus qu'avant. C'est-à-dire qu'on ne part plus pendant 4 semaines. C'est-à-dire qu'on ne pose pas 4 semaines d'affilée. Ça a beaucoup changé. Il y avait les juilletistes et les aoûtistes autrefois. Aujourd'hui, on part des petites semaines, des week-ends prolongés et l'été, on ne va pas partir aussi longtemps qu'avant. On est obligé de s'adapter, en effet, avec ce réchauffement climatique. Guillaume Linton, est-ce que la canicule est en train de devenir un paramètre que les touristes prennent en compte de plus en plus dans leur choix de destination ? Oui, je pense que ça l'est, mais ce n'est pas un phénomène totalement nouveau. En réalité, une bonne partie de ces sujets climatiques et du dérèglement climatique, plus largement, pour ne pas parler uniquement du réchauffement climatique, est pris en compte par les voyageurs, est pris en compte par les professionnels du tourisme, mais impactait surtout des pays dits du Sud. Ce qui là est assez nouveau depuis quelques semaines, c'est qu'on assiste à un phénomène simultané, intense, durable, sur des régions habituellement considérées pays du Nord. C'est le sud de l'Europe, c'est l'ouest de la Chine. C'est-à-dire que la Côte d'Azur ou l'Espagne ne sont plus des destinations évidentes d'été, pardonnez-moi, mais
Playa El Sol, c'était Bien sûr, mais le phénomène climatique, l'ADN le de l'Espagne, réchauffement, quoi. ça concerne aujourd'hui des destinations qui n'étaient pas forcément habituellement sous le feu des projecteurs. C'est ça qui est nouveau. Et c'est que du coup, on se rend compte que le phénomène de réchauffement n'impacte pas simplement du long courrier ou des destinations très lointaines des nôtres, mais ça impacte aux portes de chez nous, ça impacte les États-Unis, toute la région ouest californienne, vous le savez aujourd'hui, en proie aux incendies, le Canada, la région ouest de la Chine, la région de Donc là Xinjiang. aussi, c'est pas une bonne idée si on veut planifier et consacrer énormément d'argent pour se faire un tour de Californie, ne pas le faire en été. C'est ce que Exactement. vous dites, Quelque part, ça nous oblige à désaisonnaliser des destinations qui peut-être avaient des pics touristiques archi concentrés sur 2 mois par an. Donc ça veut dire que 10 mois par an ont été en sous-fréquentation quelque part, donc avec des revenus liés au tourisme qui étaient relativement faibles, et avec une concentration énorme sur une part très infime finalement de l'année. Donc ça permet une certaine forme de désaisonnalisation, et ça a un effet bénéfique, c'est que ça va répartir peut-être de manière un peu plus équitable, de manière temporelle, spatiale, ces flux touristiques vers de nouvelles destinations. Alors, Nicolas Bouzou, la France, on sait que ce réchauffement est là pour durer, qu'il va s'amplifier. Ça veut dire que, évidemment, que nous sommes concernés. Il ne faut pas se louper, hein. La France, première destination touristique mondiale, 90 millions de visiteurs. Et on n'a pas beaucoup de secteurs excédentaires sur le terrain économique. Ces chiffres que viennent de publier les douanes, Bercy, le secteur du tourisme a généré l'an dernier 17,4 milliards d'excédents. Ce sont donc tous ces touristes étrangers qui viennent dépenser cet argent en France. 17 milliards, c'est presque autant que l'aéronautique. Hein. Oui, même si le tourisme en France, quand on regarde la taille du secteur, hein, c'est quand même essentiellement lié au tourisme français en France. Mais si vous regardez les chiffres, l'INSEE fait une étude qui nous donne très exactement ce que représente le secteur du tourisme en France. Donc si vous comparez à l'ensemble de l'économie, à l'ensemble de ce qu'on produit, c'est selon les années entre 3,5 et 5%, on va dire, de l'économie nationale. Donc c'est beaucoup. Alors il y a quand même des pays où c'est beaucoup plus. Les pays d'Europe du Sud, prenez l'Italie, l'Espagne, le Portugal, c'est 6, 7, 8%. Et si vous prenez la Croatie, c'est plus de 10%. D'ailleurs, si vous allez dans le Maghreb, alors là, vous pouvez aller au Maroc, de mémoire, on doit être à 15%, quelque chose comme ça. Donc vous voyez que là, je ne dis pas ça pour nuancer ce que vous dites, mais la France est un pays touristique, c'est clair, mais d'autres pays le sont encore plus. Si on regarde l'emploi, pour le coup, là aussi je vous donne les chiffres, parce que j'ai l'étude de l'INSEE en tête, ça représente à peu près 1,3 million de personnes, donc ça c'est beaucoup, c'est-à-dire ça doit faire 5% à peu près de l'emploi en France et 7% de l'emploi privé. Donc c'est significatif. En tous les cas, c'est un point fort de l'économie française, bien sûr. qui est face à un bouleversement du réchauffement climatique. Justement, vous me permettez de dire un mot là-dessus, parce que, en fait, le tourisme en France, c'est structuré en fonction du climat. Donc, le réchauffement climatique va forcément avoir un impact sur le tourisme. Parce que si vous regardez l'essor du tourisme au 19e siècle en France, vous regardez le tracé des voies de chemin de fer, par exemple. Elles ont été beaucoup vers le sud. D'ailleurs, quand vous allez vers le sud, vous allez de Gare de Lyon à Nice, il y a une ligne, c'est le même tracé qu'au 19e siècle. En fait, pourquoi est-ce que la Côte d'Azur a émergé comme une destination touristique? C'est en raison de la mer, bien évidemment, mais il y a d'autres endroits où il y a la mer en France, mais c'est en raison du climat. En fait, vous voyez, et donc en réalité, si vous avez un réchauffement climatique, c'est-à-dire si vous avez en quelque sorte une remontée des destinations touristiques, parce que c'est ça le réchauffement climatique, ça veut dire que l'Europe du Sud va avoir le climat du Maghreb, ça veut dire que la Bretagne va avoir le climat, alors peut-être pas de la Côte d'Azur, mais progressivement quelque chose de cet ordre-là. Donc il est absolument logique, me semble-t-il, que c'est très progressif, mais que vous ayez un glissement géographique du tourisme estival. Notamment. Linda Lenné, ça veut dire que l'été, on n'ira plus dans la côte, on évitera d'aller dans la Côte d'Azur. Alors, si on rembobine le film du tourisme balnéaire sur la Côte d'Azur, si on se projette au 19e et au début du 20e siècle... Au début du tourisme? Voilà, au début. Eh bien, les Anglais, les aristocrates anglais, allaient dans le sud l'hiver. En fait, ils n'y allaient pas l'été. Pourquoi? Parce qu'ils quittaient la froidure de l'Angleterre et finalement, ils arrivaient dans le sud, le climat était beaucoup plus doux et dès le mois d'avril, les volets étaient fermés et les Anglais repartaient chez eux. Faire la crêpe sur la Côte d'Azur, sur les plages de la Côte d'Azur, c'est quelque chose de relativement nouveau. Oui, tout à fait. À l'époque, d'ailleurs, on se promenait sur la promenade des Anglais. Finalement, on défilait un peu comme sur les Champs-Élysées et on ne se baignait pas.
Et donc, la Méditerranée, c'était l'hiver. Et par contre, en France, on allait bien sûr sur les plages du Nord l'été. Donc, on peut se dire qu'effectivement, si les thermomètres continuent de s'affoler, qu'on pourrait peut-être suivre ce même chemin. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Quand on regarde justement les tendances de réservation, et pour cette émission, j'ai demandé à une plateforme de réservation de voyage qui s'appelle Orchestra de faire le point. Eh bien, on voit que la première destination réservée sur la période du 1er au 20 juillet, c'est la France. C'est normal, environ 70% des vacanciers choisissent la France l'été. Arrive en deuxième l'Espagne, et en troisième, la Tunisie, avec des ventes en croissance de 21%. Combien? 46 demain, je crois, à Djerba. Exactement. Aujourd'hui, 42, je crois. Demain, 46. Donc, on voit que les températures extrêmes, pour l'instant, ne dissuadent pas les Français toujours Espagne, de partir dans les... Voilà. Afrique du Nord et Grèce, les et Italie. Et Italie, tout à fait, exactement. Et un sondage d'ailleurs très récent d'un groupe d'agents de voyage qui s'appelle le Helpdesk confirme qu'effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de glissement vraiment probant vers les destinations du Nord. Par contre, les professionnels ont de plus en plus de questions par rapport aux conséquences du réchauffement climatique, parce qu'il y a des canicules, parce qu'il y a des incendies, parce ça, on va en parler, que les sites sont fermés. Pascal Ebel, néanmoins, est-ce que, forte de ces images qu'on vient de voir à l'Acropole, est-ce qu'on peut penser quand même que l'année prochaine, il y aura un mouvement correctif? Est-ce que du coup, la Grèce, en 2024, fera fuir les touristes? Enfin, je veux dire, ce ne sera pas une destination à la mode, parce qu'on aura eu le souvenir de l'année 2023. Oui, tout à fait. On sait très bien que c'est ce qui se passait, mais alors dans un autre sens, c'est quand c'était pluvieux une année en Bretagne, l'année d'après, il y avait beaucoup moins de monde. Ah ouais. Donc on imagine que ça va être la même chose l'année prochaine, c'est-à-dire que tous ceux qui sont partis en Italie, en Espagne, en Grèce, ils auront petit à petit prévenu tous ceux qui sont autour d'eux et on ira moins dans ces destinations l'année prochaine. Et par contre, on ira sans doute, d'ailleurs en Bretagne, il y a des flux plus importants parce que ça fait plusieurs années qu'il ne pleut plus du tout en raison de ce réchauffement climatique. Donc il y a des déplacements qui ne sont peut-être pas très forts dans vos statistiques, mais on va s'adapter. Et en N+1, peut y avoir une réaction. En N+1, il peut y avoir une réaction. Et puis, c'est vrai que le choix de la Tunisie, c'est vraiment des questions de prix, en fait. Pourquoi est-ce qu'on va en Espagne? Parce que c'est beaucoup moins cher que la France. Et c'est les hébergements qui sont moins coûteux. Et c'est ça qui, évidemment, va driver notamment ceux qui partent à la dernière minute et qui choisissent, à la dernière minute d'ailleurs, parce qu'il y a des offres qui les emmènent en Grèce ou qui les emmènent à des endroits où c'est pas rempli. Oui, on va chercher le soleil et un bon rapport qualité-prix. Oui, tout à fait. Chez les jeunes, en tous les cas, c'est ce qui se passe. L'Europe du Sud donc, continue de souffrir de la chaleur extrême. En Espagne ou en Italie, les températures dépassent bien souvent les 40 degrés. La Grèce, elle, on l'a dit, est en urgence absolue face à la canicule. Le pays est aussi en proie à de violents feux de forêt. Sujet de Juliette Vallon avec Benoît Thébault. Certains restaurateurs l'ont bien compris. Pour attirer les vacanciers, mieux vaut investir dans des brumisateurs. Alors que le sud de la France connaît un peu de répit depuis hier, le thermomètre a grimpé très haut en début de semaine, battant parfois des records pour un mois de juillet. 40 degrés enregistrés en Ariège, 40,6 dans les Pyrénées-Orientales. Mais c'est en Corse que les touristes ont sans doute le plus suffoqué. Près de 43 degrés enregistrés dans ce village, ces deux femmes ont dû renoncer à leur randonnée. Sur des étapes qui font 6 à 7 heures, au bout d'un moment, c'est vraiment chaud. Dans le camping voisin, les clients traquent les emplacements les plus frais. On a décidé de venir le plus près de l'eau possible pour être à l'ombre et garder un petit peu de fraîcheur, parce que dès qu'on avance, qu'on est loin de l'eau, c'est intenable. La canicule, ennemi numéro 1 des vacanciers français et d'une bonne partie de l'Europe du Sud, qui subit le passage d'un anticyclone africain surnommé Charon, le passeur des enfers dans la mythologie grecque. Comme plus d'une vingtaine de villes en Italie, Rome a été placée en alerte rouge avec 40 degrés atteints mardi, une chaleur quasi tropicale selon ses habitants. La journée, la chaleur combinée avec l'humidité, c'est vraiment le pire. La nuit, on a du mal à dormir. Avec mon âge, c'est un peu compliqué. Je souffre plus que d'autres de cette situation. Pour certains, les 2500 fontaines de la ville éternelle suffisent à se rafraîchir pour parcourir Rome et se lancer dans la visite du Colisée. Mais pour d'autres touristes, une seule solution,
se diriger vers la plage la plus proche. Nous avions vu qu'à la météo, ils annonçaient 43 degrés et qu'au lieu de visiter l'intérieur de Rome, on s'est dit on va venir prendre l'air et profiter de la mer. En Espagne, c'est déjà la 3e vague de chaleur de l'été. Jusqu'à 47 degrés dans le sud, proche du record absolu de 47,6 atteint en 2021 en Andalousie. Un réchauffement climatique de plus en plus concret qui pourrait menacer le pays, 2e destination touristique mondiale. L'année prochaine, on va sûrement modifier notre planning de vacances. On partira plutôt au mois de juin pour qu'il fasse plus frais et qu'on se sente plus à l'aise, car dans notre van, dès que le moteur s'arrête, on n'a plus la climatisation. Une canicule, parfois mortelle. En Grèce, un homme de 46 ans est mort hier d'un arrêt cardiaque qui pourrait être en lien avec la chaleur. Ce week-end s'annonce comme le plus chaud de ces 50 dernières années, avec des températures pouvant atteindre jusqu'à 45 degrés. Bonjour, bienvenue en Grèce. Voilà les recommandations à suivre avec la canicule. Alors, face à cette chaleur historique, l'État tente de s'adapter. Fermeture de tous les sites touristiques du pays aux heures les plus chaudes, dont la célèbre Acropole, jusqu'à dimanche. Hier, nous avons eu 40 cas de personnes souffrant de vertiges et d'angoisse. Aujourd'hui, on est encore là et on donne de l'eau aux gens et surtout on fait de la prévention. La Grèce victime de la chaleur et aussi de graves incendies. Depuis lundi, des vents violents attisent des feux autour de la capitale et sur l'île de Rhodes. Plus de 170 000 hectares sont déjà partis en fumée. Le gouvernement alerte. Une nouvelle vague de chaleur nous attend et les vents risquent de se renforcer. Une vigilance absolue est donc de mise car les moments difficiles ne sont clairement pas encore terminés. À environ 400 km au nord d'Athènes, en Thessalie, valse de Canadair sous une chaleur écrasante. Et pourtant, certains habitants refusent toujours de quitter les lieux. Non, je ne pars pas d'ici. Je l'ai dit aux pompiers. Pourquoi je partirai ? Je resterai dans ma maison jusqu'à ce qu'elle brûle. Si je vois qu'elle brûle, alors je partirai. Face à la violence de ces feux, des renforts devraient être envoyés de Roumanie, Turquie, Slovaquie et Pologne. Au total, 79 incendies sont en cours dans tout le pays. Alors, question téléspectateur Linda Lenné, avec le réchauffement climatique, certaines destinations sont-elles à éviter pour passer ses vacances ? L'Acropole, c'est vrai qu'en plus, il n'y a pas d'ombre, ce sont des grandes dalles. On imagine Pompéi aussi, il doit faire terriblement chaud aussi à côté de Naples et c'est terriblement désagréable. Alors, bon, ça rejoint ce qu'on a dit un peu plus tôt. En plein été, effectivement, il y a des destinations qui sont compliquées. Si on visite des sites archéologiques, il y a effectivement peu d'ombre. Donc voilà, encore une fois, il faut peut-être mieux privilégier en fonction aussi des personnes qui voyagent, des périodes où il fait un peu moins chaud. Si on voyage avec des enfants en bas âge, si on voyage avec des personnes âgées, bien sûr qu'il faut éviter le mois de juillet et le mois d'août dans certaines destinations, celles qui en ce moment subissent des températures très élevées. Grecs, c'est monstrueux là, parce que la chaleur à l'intérieur des terres vous est renvoyée. Bien sûr, oui, tout à fait. Mais c'est encore une fois la raison pour laquelle beaucoup de destinations maintenant aussi encouragent de venir en dehors de cette période estivale. Alors où est-ce qu'on peut aller, Guillaume Linton ? Parce que l'Europe du Sud, donc on oublie l'été. Et alors vous qui êtes un spécialiste des voyages en Asie, est-ce que pour le coup les destinations lointaines ou l'hémisphère sud, où c'est l'hiver, ne vont pas se heurter aussi à un autre impératif environnemental qui est de moins prendre l'avion ? Alors, juste une réaction d'abord par rapport à ce que dit Linda. Au-delà d'éviter les destinations impactées aujourd'hui par le changement climatique, je pense qu'il y a surtout une question d'aménager différemment ces vacances à destination avec des horaires, comme tu le disais, avec des activités, avec des expériences sur place qui permettent d'éviter ces horaires de pointe où effectivement le soleil est au zénith. Donc on va visiter l'Acropole le soir ? Oui, tôt le matin, en soirée, on va aller en bord de plage peut-être l'après-midi, on va aller peut-être se faire un musée qui permet là aussi, il y a des musées splendides à Athènes, pareil en Espagne, en Italie. Donc il y a vraiment une façon de réfléchir à l'organisation de son temps à destination pour ne pas bouder ces destinations, pour ne pas être dans un revirement boomerang qui n'aurait pas d'intérêt et qui serait dramatique pour l'économie de ces pays. Mais au contraire, on aménage, on multiplie les expériences, ce qui enrichit encore davantage quelque part le voyage à destination et ce qui rend effectivement
effectivement, du coup, le voyage très appréciable. Pour vous répondre sur le choix du long courrier, effectivement, nous, ce qu'on observe... Même du court courrier, parce que la Grèce, on y va en avion. Hein. Oui, absolument. L'usage de l'avion est évidemment un phénomène qui est contributif à ce qu'on appelle effectivement ces externalités négatives, aux impacts négatifs sur le réchauffement climatique. Hein. On l'assume, on est des acteurs du tourisme, on se doit de regarder cette réalité en face. Hein. On estime, d'après les dernières études du GIEC notamment, ce groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, que 8 à 10% peut-être des émissions de gaz à effet de serre sont d'origine anthropique, on le sait, en particulier liées à tout le phénomène touristique et effectivement au transport aérien en particulier. Donc l'usage de l'avion est un sujet. C'est pas pour autant qu'on ne va pas là aussi permettre un certain rééquilibrage entre les économies du Nord et les économies du Sud en privant ces économies des revenus du tourisme. Donc le sujet, c'est effectivement d'avoir une vraie solution. Sur l'avion, on en parle beaucoup, mais on sait qu'on vient de battre des records de trafic. On a l'impression que on a l'avion honteux. On continue de le prendre, mais on ne le dit plus. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez ? On ne publie plus sur Instagram de photos depuis son hublot. Oui, il y a certainement une forme de responsabilisation ou de prise de conscience, je pense, de nos voyageurs, des effets néfastes du transport aérien, qui est certainement l'une des industries les plus difficiles à décarboner, parce qu'on ne va pas remplacer le kérosène par des batteries électriques. Les avions ne vont pas voler grâce à l'énergie solaire ou l'énergie éolienne. Donc effectivement, c'est une industrie complexe qui va mettre du temps à décarboner. On travaille beaucoup, les grands industriels de l'aéronautique travaillent très sérieusement sur tout ce qu'on appelle les biocarburants, qui permettront peut-être de trouver des sources d'énergie combustible un peu moins polluantes, qui en tout cas ne feront pas appel à des énergies fossiles. Bien sûr. Mais pour autant, effectivement, c'est un vrai sujet. Mais je vous le dis encore une fois, il y a une prise de conscience aussi de l'utilité économique du tourisme. Donc si on devait bannir l'aérien, et comme certains peut-être position un peu extrême, considérer qu'il ne faut plus du tout voyager en avion, on plongerait dans la pauvreté, dans la misère, une bonne partie de ces destinations du Sud. N'empêche, Pascal Ebel, est-ce qu'il n'y a pas un problème à Barcelone, on sait qu'il n'y a pas assez d'eau pour les touristes. Vous parlez tout à l'heure de la Tunisie. Les habitants locaux parfois sont obligés de se priver parce qu'il y a un resort à côté qui est en train de pomper et d'utiliser tous les l'eau des habitants. Oui, tout à fait. Hein. C'est ce qui s'est passé l'été dernier. On avait des problèmes d'eau potable, notamment dans des régions françaises. Et donc les touristes, on sait que par exemple les détritus des touristes, c'est la moitié des détritus dans la mer Méditerranée. C'est-à-dire que c'est eux qui causent finalement des problèmes environnementaux importants. On sait qu'on en parlera tout à l'heure, le surtourisme, ça détruit la biodiversité, qu'il y a des vraies questions sur les coraux, etc. Donc c'est un vrai sujet. On voit qu'il y a quand même des pays, hein, les Pays-Bas, même en France, quand on regarde, alors peut-être qu'en déclaratif, les gens sous-déclarent l'avion, mais on voit que ça baisse en fait. Hein. Il y a quand même, depuis d'ailleurs un petit peu avant le Covid, hein, de 2018-2019, le sujet il est là. C'est-à-dire que tous ceux qui sont un petit peu en haut de l'échelle et qui veulent finalement faire des efforts, ce sont ceux qui prennent l'avion. Hein. Il n'y a que 30%, même 25% de Français qui prennent l'avion chaque année pour des raisons personnelles. Et donc ce sont ceux-là qui ont envie de changer. Et on voit bien qu'aujourd'hui, l'avion, ça devient aussi un geste. Comme l'est, par exemple, de faire la cuisine, comme d'acheter du bio, etc. Donc on sent que ça bouge. Aux Pays-Bas, on a décidé de mettre des taxes dans les aéroports, 4 fois plus à Amsterdam, pour limiter l'avion. Donc c'est vrai que c'est la Suède, dans ces pays-là où on est le plus... C'est pas une conscience équitablement partagée. Il y a des pays qui sont plus... Oui, bien sûr. Les Néerlandais font partie de ceux qui sont les plus sensibles au changement climatique. Hein. Les Français, on est les 3 ou 4e derrière les Allemands, mais on fait partie des populations les plus sensibles au changement climatique. Et donc c'est dans ces pays-là où on voit qu'il y a des gestes courageux, où on essaye de supprimer, puisqu'on sait que la moitié des touristes qui viennent dans des pays viennent pas en avion. Donc c'est évidemment le poids, 5% des gaz à effet de serre par le tourisme, c'est à cause de l'avion. Alors, Nicolas Bouzou, on ne peut plus aller loin parce qu'il faut prendre l'avion, on ne peut plus aller en Europe du Sud parce que c'est la canicule. Résultat, on va sur les plages de Normandie, en Bretagne, dans le Nord. On va voir tout à l'heure un reportage sur la plage de Berck. La question est, est-ce que ces régions
est-ce que du jour au lendemain, elles doivent se préparer à accueillir des hordes de touristes? Il faut qu'elles le souhaitent, en fait. En fait, je trouve que c'est là, aujourd'hui, qu'est le débat. Prenons l'exemple de la Bretagne, par exemple. On peut imaginer, moi je fais partie de ceux, je vous le disais tout à l'heure, qui pensent que le changement climatique va avoir un impact sur le tourisme, et donc vous allez avoir une demande accrue pour une région typiquement comme la Bretagne, où au fond, quand on voit la canicule, on se dit que c'est très agréable, sans doute, d'aller en Bretagne en ce moment. Carnac va être le nouveau Saint-Tropez. C'est pas sûr du tout, pour une raison simple, c'est qu'il faut que les habitants de Carnac le souhaitent. L'exemple de la Bretagne est intéressant parce qu'en Bretagne, il y a finalement assez peu d'infrastructures touristiques aujourd'hui. Le parc hôtelier n'est pas énormément développé, même les restaurants, la densité de restaurants, rien à voir avec ce qu'on a dans le domaine de la Côte d'Azur. Mais d'une certaine façon, c'est voulu, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de consensus en Bretagne pour considérer qu'il faut protéger, mais ça date pas d'aujourd'hui, mais qu'il faut protéger la Bretagne contre ce qui pourrait être un risque de surtourisme. Vous avez exactement le même phénomène en Corse. Typiquement. Et d'ailleurs, il faut bien l'admettre, avec de vrais résultats, puisque la Corse est restée incroyablement sauvage et un endroit absolument magnifique. Mais c'est lié à une stratégie aussi qui a voulu restreindre d'une certaine façon le tourisme, en tout cas le tourisme de masse. Donc la question qui se pose à une région comme la Bretagne, donc ça, c'est un vrai choix, c'est est-ce que finalement, on saisit cette opportunité économique et donc on développe nos infrastructures touristiques, ou est-ce qu'on se dit au fond, on a une région qui aujourd'hui est assez prospère, on a des secteurs qui fonctionnent bien, l'agroalimentaire, il y a de l'industrie en Bretagne, finalement on va plutôt en rester là. Voilà, et vous avez l'air de louer le non-développement, façon corse, en disant restons sauvages, parce qu'au fond, cette authenticité, c'est peut-être l'avenir du tourisme plutôt que ces resorts type qu'on a fait en Espagne. Il me semble que vous répondez un peu à la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très honnêtement, moi je suis très pro-croissance, etc. Donc c'est pas le débat. Mais si je compare la Corse à la Costa Brava, je trouve que la Corse c'est mieux, si vous voulez. Donc en tout cas, je trouve légitime que les Bretons, pour reprendre cet exemple, se posent cette question. Mais attendez, juste en 20 secondes, je pense aussi, mais peut-être qu'on en reparlera dans l'émission, que de toute façon, le tourisme est en train de changer. C'est-à-dire que le tourisme de masse, il y a quand même des questions qui se posent, même du point de vue des consommateurs. Le tourisme reste quelque chose de très important, de massif au niveau mondial, et aussi au niveau français, d'ailleurs, en dépit des difficultés économiques, mais il y a des tourismes, si vous voulez, au pluriel, c'est-à-dire qu'il y a un éclatement des aspirations, voyez. Et au fond, l'idée selon laquelle, qui était l'idée des années 70 et des années 80, selon laquelle, au fond, tout le monde voulait aller un peu au même endroit, ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a une quête d'authenticité dans les voyages, Guillaume Linton, qui se niche par exemple jusque, je sais pas, dans le repas ou... Oui, ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. Je crois que la logique n'est pas de se dire qu'il va y avoir des effets de bascule. J'y crois pas du tout. C'est pas ce qu'on observe, c'est pas ce qu'on voit. Il n'y a pas d'effet de bascule massif sur des temps aussi courts. Par contre, effectivement, il y a vraiment une notion de mieux voyager, avec cette dimension immersive certainement, cette volonté de rencontrer véritablement les populations d'accueil, d'aller à la découverte de leurs traditions, de leur patrimoine naturel, culturel. Et il y a une recherche de sens, une recherche d'authenticité, une recherche de vérité, et qui peut se réussir justement au travers de voyages peut-être plus longs. Un de nos sujets à nous, c'est ça, c'est de dire, il ne s'agit pas d'arrêter de voyager, mais peut-être plutôt que de voyager 2 ou 3 fois dans l'année en avion, faites un long voyage, partez 1 mois, 5 semaines, 6 semaines à destination, utilisez des modes de transport locaux beaucoup plus doux, utilisez peut-être effectivement les fleuves, partez en vélo, vous promenez, faites du trek à destination, passez du temps sur site, voyagez plus lentement et prenez goût véritablement à vos vacances. Et quelque part, on n'est plus dans une logique de collection de sites instagrammables, on est dans une logique quelque part de vraie préservation et de vraie découverte. On passe quelque part d'un tourisme prédateur à un tourisme de préservation à destination, et ça, on y croit vraiment. Pascal Lebel, à l'instant, Nicolas Bouzou parlait de la Corse. Il se trouve que cette année, la saison en Corse est en demi-teinte, et quand on regarde les explications, c'est parce qu'elle est considérée comme trop chère, ne serait-ce que du fait de la traversée. Est-ce que si peut-être la Bretagne ou la Normandie ou les Hauts-de-France attirent aussi pour des... je veux dire, dans la Côte d'Azur, parfois c'est un peu cher? Oui, aussi, mais c'est vrai qu'il y a d'autres formes, en effet, de logements qui sont développées. Et notamment, on a transformé l'hôtellerie classique et on va vers du camping, en fait. C'est de l'hôtellerie en plein air. Donc en Bretagne, il y a quand même un petit peu de camping. Donc c'est vrai que ces choix des régions de bloquer le tourisme jouent à plein. Mais on voit bien quand même que la Corse fait partie des zones où, sur le GR20, par exemple, c'est cité comme exemple
où il y a trop de monde. Et ils sont trop détruits parce que tout le monde se met à faire de la randonnée. Et donc, il y a quand même des dégâts un petit peu partout. La randonnée s'est beaucoup développée post-Covid. Et finalement, ça fait des dégâts à Belle-Île, enfin, sur tous les lieux qui sont, par exemple, cités comme la plus belle randonnée l'année dernière, c'était Belle-Île. Tout le monde va à Belle-Île. Donc, il y a aussi toute cette façon de noter les plus beaux villages de France. On va revenir, on a un sujet sur le surtourisme au Mont-Saint-Michel, vous allez voir, les images sont gratinées. Linda Lenné, un mot, Pascal Ebel parlait à l'instant de cet attrait pour le camping. On a l'impression d'être... Comment ça s'explique le succès du camping ? Le camping, en fait, c'est le premier mode d'hébergement en France. Donc, c'est voilà, dans les racines même du secteur du tourisme. C'est vrai qu'on a un très beau parc et en plus, il a énormément évolué ces dernières années. Donc, il est monté en gamme et parfois, effectivement, il est en compétition, entre guillemets, avec des hébergements type club de vacances, puisqu'il y a un parc aquatique, il y a beaucoup d'aménagements sportifs. Et on préfère ça à l'appartement, à la cage à lapins type années 70 ? Alors, il n'y a pas que des cages à lapins. Non, mais je parlais autrefois dans les immeubles, je ne veux pas dire la grande motte, mais avant c'était un peu ça, les vacances. Maintenant, c'est plus le mobil-home dans un camping. Alors, effectivement, le camping est monté en gamme. Il reste quand même beaucoup moins d'hébergements nus, comme c'était à l'origine de l'hôtellerie de plein air. Donc, les prix aussi, du coup, s'en ressentent. C'est-à-dire que c'est devenu un mode d'hébergement qui n'est pas forcément très bon marché, sauf si on prend des alternatives comme un camping plutôt simple, parce qu'il y a des gens qui préfèrent être dans la sobriété pendant les vacances d'été. Et donc, on veut juste avoir un hébergement nature, au bord d'un lac, loin des plages. Sans clim ? Éventuellement sans clim, pourquoi pas ? Pourquoi ? Parce qu'il y a la clim. Alors, en fait, vous savez que même en Corse, maintenant, dans certains campings, les mobil-homes ont la clim. Mais vous avez toute une gamme d'hébergements. Vous pouvez très bien choisir un hébergement où vous avez finalement un mobil-home qui va avoir une construction très, très bas carbone, donc avec un label basse consommation. Vous avez vraiment un très grand choix. Alors, avec ces chaleurs écrasantes dans le sud de la France, certaines stations balnéaires dans le nord tirent leur épingle du jeu. C'est le cas de Berck, qui est situé dans le Pas-de-Calais, où les professionnels du tourisme sont ravis de voir arriver de nouveaux clients à la recherche de vacances moins chaudes, mais aussi moins chères. Reportage de Nicolas Bidard avec Massime Logier et Benoît Thébault. Et si le Pas-de-Calais était en train de prendre sa revanche ? Avec ses grandes étendues de plage, son littoral sauvage, ses phoques et sa météo plutôt clémente, le département connaît la plus forte hausse de recherche de location pour cet été. Ce matin-là, à Berck-sur-Mer, un temps venteux, idéal pour une séance d'initiation au cerf-volant. On va mettre un coup sec vers le bas avec les manettes et le cerf-volant il va décoller tout seul. Donc je vous montre, vous me regardez, hop, et là le cerf-volant il s'envole. Sur la bande de sable fin de 12 km de long, des vacanciers attirés par un climat plus doux que dans d'autres régions. Très bien. Très bien, tous. Il fait assez frais. C'est ce qu'on recherche. Donc on voit qu'on part, il fait 35 ou 38 sur la région parisienne. On arrive ici, il fait 25. Automatiquement, ça fait du mieux, on respire, quoi. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, je pense que voilà, ça peut être une destination privilégiée parce qu'on entend parler de la canicule tout le temps et aujourd'hui, je ne pense pas que c'est le cas ici. Et puis l'autre partie, aujourd'hui, vous avez la possibilité de démarrer des promenades, des randos. La nature est quand même très présente. Vous avez la baie d'Auty qui n'est pas très loin. Donc en clair, il y a beaucoup de choses à faire tout autour. Un engouement constaté dans cet hôtel. C'est ouvert jusque 20h et demain matin sur le même forfait, sans supplément, vous pouvez y accéder. Piscine, sauna, hammam et jacuzzi. Dont les 103 chambres sont presque toutes réservées. Et ce depuis 2 mois. Bon, il est quand même déjà bien chargé en prévision pour le reste du mois de juillet qui s'arrête ici et puis sur les prévisions de août. Donc de toute façon ce sera quasiment un 100% de taux d'occupation sur tout l'été. C'est la formule après Covid en fait. Maintenant les clients viennent de plus en plus souvent, viennent moins longtemps mais régulièrement. C'est vrai qu'on a en plus un espace bien-être, ce qui fait que ça allonge aussi la saison. Vous pouvez venir en octobre, en novembre, qui ont été des très beaux mois également en 2022. Donc on se dit que de toute façon, on va faire un copier-coller sur 2023, obligatoirement. Ici, les prix des locations sont en moyenne 2 fois moins élevés que dans le Var ou les Alpes-Maritimes, par exemple.
Un atout parmi d'autres qui séduit cette famille de Seine-et-Marne, revenant ici chaque été depuis 4 ans. Si j'ai le choix entre la Côte d'Azur et Berck-sur-Mer, je vais 1000 fois à Berck-sur-Mer. C'est un peu plus abordable effectivement que les destinations qui sont chargées de touristes dans le sud. On voit quand même la différence. Je pense que c'est fait aussi donc, pour des gens qui ont peut-être un petit peu moins de moyens. C'est simple quoi, hein, c'est une station familiale où il n'y a pas tellement de personnes qui se la pètent et tout ça. Donc ça nous a paru agréable pour ça. Messieurs, dames, tout s'est bien passé? Vous avez bien mangé? Pour assurer le service toute la journée, cette brasserie a même préféré anticiper. Avec l'arrivée de 15 saisonniers pour l'été, contre 10 habituellement. On a effectivement recruté un peu plus de saisonniers, donc des contrats de 2 mois, juillet et août, parce qu'on s'attendait vraiment à un bel été, la météo est au rendez-vous, l'affluence est plus importante d'année en année, donc on s'est dit, voilà, si on recrute plus de monde, ça nous permet aussi à nous d'avoir un peu plus de temps libre. On sait que la restauration, ça peut être ingrat parfois, donc le fait d'avoir plus de personnel nous permet d'avoir un travail de qualité supérieure. Une région de plus en plus prisée, alors la commune compte bien en profiter, en misant sur des projets immobiliers. Alors ici, vous avez l'un des chantiers importants sur Berck. Vous savez que Berck est en plein essor immobilier. Ça fait partie d'un des 25 programmes qui sont en cours de réalisation pour 1000 logements environ qui sont créés là, dans les mois et les 2 ans qui viennent. Les gens viennent pas seulement passer les vacances, mais ils viennent véritablement y vivre une bonne partie de l'année, voire même quelquefois une majeure partie de l'année, jusqu'à devenir une résidence principale. Donc c'est un changement radical. On n'a plus les résidents et ce qu'on appelait les baigneurs qui venaient le week-end ou qui venaient 8 jours, etc. On a aujourd'hui une population beaucoup plus mixte, qui est beaucoup plus demandeuse de ces grands espaces, de qualité de vie. Signe de l'enthousiasme pour la région, le prix du mètre carré à Berck-sur-Mer dépasse les 3 500 €, en hausse de 60% en 5 ans. Parce qu'elle est belle, alors est-ce qu'il faut investir à Berck, plus 60% pour l'immobilier en 5 ans. Question téléspectateur, la côte d'Opale va-t-elle devenir la nouvelle côte d'Azur ? Alors en effet, on voit très bien que toutes les côtes se sont petit à petit ont une croissance de leur population avec les retraités qui partent en fait aux endroits qui sont les plus intéressants. Sauf que maintenant ils vont moins sur la Méditerranée, mais plus sur l'Atlantique. Voilà, tout à fait. En fait, c'est toutes ces zones-là. Et c'est vrai que le Pas-de-Calais, c'est une bonne nouvelle parce que c'était une région qui économiquement n'allait pas très bien. Mais on peut avoir quand même un effet où sur la côte du Pas-de-Calais, les prix vont beaucoup augmenter. Et on a ce phénomène qu'on appelle la gentrification, c'est-à-dire que les gens les plus modestes ne peuvent plus y habiter. Donc c'est un peu ce qui s'est passé à Barcelone. Donc en fait, les habitants sont évidemment pas contents parce qu'en effet, ceux qui sont salariés, qui sont dans les restaurants, ils peuvent pas se loger en fait. Ils pourront pas se loger à Berck et donc ils ont des transports beaucoup plus longs et c'est tout ce qui se passe plutôt vers Saint-Jean-de-Luz où on est obligé de mettre des réglementations. Donc il va falloir en effet s'occuper de réglementer, de trouver des solutions pour en effet faire les bons logements. Mais si c'est des logements que pour des résidences secondaires, ce ne sont pas les mêmes que pour loger des habitants à l'année. Et donc souvent, il y a des conflits. On n'en est pas encore là à Berck, mais il y a beaucoup de zones où les habitants, évidemment, ne voient pas d'un bon œil l'arrivée de trop de touristes. Ah oui, c'est compliqué de devenir une zone touristique. Les locaux peuvent très mal le vivre. Je cite Jean-François Rial. Alors, c'est extrême, mais il dit il y a des villes comme Barcelone ou Dubrovnik où les habitants ne supportent plus les touristes. Alors, vous le voyez quand vous allez à Barcelone, puisque vous avez sur les balcons des immeubles, assez régulièrement, touristes dehors, etc. Donc vous sentez quand même une certaine hostilité. Mais, alors pourquoi est-ce que la cohabitation se passe mal parce qu'il y a une tension sur les ressources, en fait. Parce que ce sont des villes qui, en réalité, sont relativement petites. Et donc, vous avez une population. Vous n'avez pas que l'activité touristique. À Barcelone, vous avez une activité industrielle, etc. Et donc, vous avez déjà, je dirais même en dehors du tourisme, des tensions sur le logement. Vous avez aujourd'hui des tensions sur l'eau. On en a parlé tout à l'heure. Et donc, vous avez des flux de touristes massifs qui arrivent l'été. Et donc là, vous avez un véritable problème. Le sujet le plus emblématique, je trouve, où on voit le plus les tensions, c'est vraiment l'immobilier. C'est le logement. Aujourd'hui, restons en France. Vous regardez les prix de l'immobilier, où est-ce qu'ils sont très élevés ? Dans les métropoles, Paris, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Lyon, etc. Et sur les villes côtières. Voilà. Et pourquoi ? Parce que... à Carnac, on est à plus de 5 000 € du mètre carré. La demande est supérieure. C'est plus cher qu'à Lyon ou à Bordeaux. La demande est supérieure à l'offre et ça pose des problèmes très concrets. Dans votre reportage, on a parlé des saisonniers.
les saisonniers, le tourisme, c'est une activité saisonnière. Bon. Sur la Côte d'Azur, beaucoup d'hôtels sont fermés l'hiver. Donc c'est vraiment une activité saisonnière. Donc vous avez 2 sujets avec les saisonniers aujourd'hui. Déjà, il faut en trouver parce qu'on a un marché du travail, et c'est très bien, mais c'est un peu nouveau pour la France, qui est tendu. Donc on a du mal à trouver des gens. Mais en plus, ce que disait Pascal Ebel, il faut les loger, les saisonniers. Et les salaires des saisonniers, ce n'est pas extraordinaire. Donc on ne va pas les loger, on ne va pas leur demander de faire 1 heure ou 1 heure et demie de transport. Vous voyez ? Et donc on a aujourd'hui cette véritable difficulté en matière de logement. Linda Lenné, donc ça doit se préparer, se penser, cette cohabitation entre les touristes et les locaux, d'autant qu'on le voit, il y a une envie de vacances aujourd'hui, et je l'ai dit, plus de 880 km de bouchons à la mi-journée. 58% des Français ont l'intention de partir en vacances cet été, selon un sondage ELAB. On le voit, il y a, même en ces périodes de forte inflation, il y a un besoin presque de partir en vacances. Donc, ces problèmes qu'on soulève ne vont pas s'apaiser. Bien sûr. Comme disait Nicolas Bouzou, en fait, le tourisme dépend de la volonté, finalement, des régions de se développer. Et ça dépend aussi de la population. En fait, ce qui est important, c'est d'impliquer la population, de ne jamais la perdre de vue. C'est une question d'équilibre. Bien sûr que le tourisme crée de l'activité, on le voyait bien dans le reportage, ça fait travailler des locaux, ça fait travailler des restaurants. Donc Barcelone, c'est le contre-exemple. Quand on a touristes dehors, c'est ce qu'il faut éviter, quoi. Alors, disons qu'il ne faut pas arriver à ce point de rupture. Il faut justement anticiper. Là, je voyais le maire très enthousiaste et c'est parfait, il a raison aussi. C'est une bonne nouvelle que le tourisme soit florissant. Maintenant, il faut arriver à un équilibre entre le logement longue durée et le logement courte durée. Parce que les deux doivent cohabiter en harmonie. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si cette semaine, le gouvernement français a pour la première fois présenté un plan pour lutter contre la diminution des logements longue durée, notamment justement en zone touristique. Maintenant, il y a tout un arsenal qui est prévu de manière à ce qu'il n'y ait pas d'attrition trop forte des logements destinés à la population locale. Et pour éviter que l'immobilier effectivement flambe. Parce que ce qui est triste finalement, c'est quand une ville touristique perd ses habitants, elle perd ses quartiers. Et donc elle perd son âme. Et donc, finalement, quand les guides vous disent « autrefois j'habitais là, bon maintenant c'est un hôtel pour touristes ». Voilà, c'est triste. Donc non, il faut arriver effectivement à un équilibre. Et pour ça, il faut aussi beaucoup consulter la population locale de manière à ce qu'il y ait cette acceptabilité sociale d'un développement touristique qui est finalement voulu par tous. Guillaume Linton, dans le reportage, on entendait un touriste dire « ah, moi je préfère 1000 fois Berck ». À la Côte d'Azur. Qu'est-ce qui fait le succès c'est quoi la clé des vacances réussies? Qu'est-ce qui fait qu'on préfère Berck à la Côte d'Azur? En tous les cas, c'est ce qu'il a dit, le monsieur. Écoutez, je crois que déjà, il y a un élément clé, c'est de bien comprendre ce que cherche effectivement le voyageur, ce que cherchent les vacanciers. Et on sous-estime peut-être le rôle des professionnels du tourisme, des professionnels du voyage. Et quand vous dites effectivement, qu'est-ce qui fait le succès? C'est quelque part les plus à même d'orienter ces flux et d'essayer d'identifier justement des zones peut-être de moindre fréquentation. À découvrir, à redécouvrir. Je pense au tourisme de montagne, par exemple. Rien de mieux sur la période estivale que d'aller plutôt effectivement dans les massifs, dans les Alpes, dans le Jura, Massif central, les Pyrénées, pour pouvoir redécouvrir un tourisme de montagne estival, beaucoup plus agréable, avec des températures bien moins élevées pour le coup, et où on aura un plaisir de découverte tout aussi agréable. Alors évidemment, si l'élément déterminant de vos vacances c'est la plage, et c'est le côté balnéaire, ce ne sera pas la bonne solution. Dans ce cas-là, on s'adressera à des professionnels et on trouvera peut-être des solutions dans l'hiver austral, parce que pour le coup les températures en Amérique latine, en Indonésie, même en Australie, sur la période de mai à octobre, on est plutôt sur du 20-25 degrés. Donc on trouve des solutions dès lors qu'on comprend la demande évidemment du voyageur et qu'on sait effectivement proposer des expériences au-delà même de la destination. Ce qui va être intéressant, c'est de proposer un panel d'expériences qui correspondent justement à la fois au tropisme, au budget, aux envies, aux contraintes, à la période de voyage souhaitée, pour que le professionnel puisse orienter encore une fois les voyageurs vers la meilleure destination. Alors, si certains endroits deviennent à la mode au gré du réchauffement climatique, il y en a d'autres qui ont toujours eu du succès, mais voire un peu trop au goût de certains. Le surtourisme en France fait de plus en plus grincer des dents. Je vous propose ce reportage au Mont-Saint-Michel, où le nombre de visiteurs atteint parfois plus de 36 000 personnes par jour. Il faut s'imaginer l'équivalent de la population d'une ville comme Lens, Roanne ou Mâcon
à l'intérieur du Mont-Saint-Michel en une journée. Reportage sur ce lieu historique de Thibaut Grosse, David Lemarchand et Michel Bouilly. Vue du ciel, c'est un monument millénaire, apaisé et silencieux. Mais au pied du Mont-Saint-Michel, il y a le bourdonnement des visiteurs, présents chaque jour par milliers. En ce milieu de semaine, la pression touristique estivale se fait déjà sentir. Un foisonnement qui commence dès l'entrée dans la navette. Mais il en faut plus pour refroidir ce groupe de franciliennes. Il y a beaucoup de monde, mais on en fait partie, donc c'est difficile de se plaindre, hein, j'ai envie de dire. Après, moi, je viens de la région parisienne, donc les bus serrés, j'ai l'habitude. Mais bon, non, si on pouvait éviter, ça serait mieux. Le Mont-Saint-Michel, l'un des monuments les plus fréquentés de l'Hexagone. Près de 3 millions de visiteurs, rien qu'en 2022. Alors certains jours, c'est la saturation. Dernier exemple en date le mois dernier, lors du week-end de l'Ascension. Avec ces images de touristes les uns sur les autres, empêchés de circuler dans les ruelles ou sur les remparts. De quoi déclencher des messages de colère sur les réseaux sociaux. 1 heure de queue pour qu'on vienne nous dire que c'est blindé, qu'il y a trop de monde, sauf pour payer le parking. On a fait 2 heures de route pour rien. Franchement, dégoûté. Le Mont-Saint-Michel, un site surfréquenté, c'est également la vie de Jean-Marc Kobac. Oui, il n'y a jamais personne ici. C'est très agréable quand on y habite, de s'y reposer, de prendre le soleil. Ce guide de profession est l'un des 20 habitants que compte encore la commune. Il faudrait réglementer la fréquentation, pas seulement de l'abbaye, mais également du site, du rocher et de la baie. Réguler les flux, une idée qui n'est pas partagée par tous au Mont-Saint-Michel. Merci monsieur, bonne journée. Le propriétaire de cette boutique de souvenirs craint qu'une limitation du tourisme ne mette en danger son activité. Nous, on vit grâce au nombre de personnes qu'il y a dans la rue. Voilà. Plus il y a de monde, et plus on travaille. C'est normal. Nous, on sait gérer le Mont-Saint-Michel, c'est pas un problème. Puis il y a les gens qui arrivent de derrière, de la baie aussi, il y en arrive de partout. Pourtant, le week-end de l'Ascension, il paraît que c'était quand même... on a eu 36 000 personnes. Ouais. 36 000 personnes, ça va. Sur la terrasse de l'abbaye, le directeur du site l'assure. Ces pierres en granit sont habituées depuis longtemps aux vagues de visiteurs. Ça a été, pendant des siècles, le principal lieu de pèlerinage dans l'Occident, devant même Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc le Mont-Saint-Michel, il y a toujours eu du monde. La question aujourd'hui, c'est comment on arrive à mieux faire comprendre que le Mont-Saint-Michel, on peut en profiter en hiver, au printemps, à d'autres moments de l'année, à d'autres moments de la journée. Les autorités veulent quand même réguler les pics de fréquentation. Mais il n'est pas question d'instaurer une jauge sur le modèle des calanques de Marseille. On fait, en cas de forte fréquentation, c'est ce qu'on a fait le fameux vendredi 19 mai de l'Ascension, on fait une régulation piétonne, c'est-à-dire qu'on dévie les visiteurs piétons par un autre chemin intramuros dans le Mont-Saint-Michel. Et puis nous réfléchissons aussi à augmenter un peu notre arsenal aussi de régulation avec une pré-réservation peut-être possible au niveau des parkings dès cet été. Le gouvernement a annoncé réfléchir à des mesures pour lutter contre le surtourisme, alors que le Mont-Saint-Michel s'attend à battre un nouveau record de fréquentation cette année. Alors, Guillaume Linton, question téléspectateur. Il y a beaucoup de belles choses à voir en France. Pourquoi les gens vont-ils tous au même endroit? Et quand on dit les gens, c'est le monde entier. Je cite ces chiffres de l'Organisation mondiale du tourisme. 95% des touristes vont sur 5% de la planète. Ouais, j'ai envie de vous dire, parce qu'ils ne sont pas dressés un agent de voyage expert. Ah non, ouais, d'accord, bon, ouais. Mais pourquoi est-ce qu'on a tous envie d'aller au Mont-Saint-Michel? C'est un point important, c'est effectivement, je pense qu'on est tous focalisés sur des icônes. On est focalisés sur la Tour Eiffel quand on pense à Paris. On a une imagerie populaire qui est liée effectivement à des grands sites, à des lieux iconiques. Les sites qui sont classés UNESCO, donc il y a aussi une façon d'identifier des sites majeurs, effectivement, sur les pays de destination. Après, évidemment, c'est un vrai sujet pour nous d'arriver à convaincre et sortir de cette image-là, mais les réseaux sociaux nous y aident pas fondamentalement, parce qu'effectivement... Les réseaux sociaux, alors quel est leur rôle? Il y a ce petit village suisse qui voit une horde de Coréens venir se prendre en photo sur le lac, parce que ce lac est mythique dans une série coréenne. On ne veut même pas voir le lac, on veut la photo de soi devant le lac. Absolument. Donc on c'est un acte égotique. Oui, c'est un acte égotique, c'est un acte de prédation, moi j'appelle ça comme ça. On n'est même plus dans une logique de découverte saine.
ou de souhait simple de rencontrer encore une fois le local ou de s'intéresser à la gastronomie de la région. On est dans une dimension très consumériste. Donc la logique, évidemment, c'est d'arriver à convaincre cette population-là, et peut-être il y a un vrai travail, et je sais que le gouvernement s'y attelle, à essayer de sensibiliser les influenceurs aussi sur le fait qu'à parfois 200 mètres, 1 km, 10 km du lieu iconique, il y a des lieux splendides, très peu visités, très peu fréquentés, qui permettent une expérience bien plus agréable. Pascal Ebel, Jérôme Fourquet parle de vacances instagrammables. Il dit le Mont-Saint-Michel, c'est instagrammable. Un Mont d'Auvergne, un peu moins. Oui, tout à fait. Il y en a qui passent des vacances instagrammables. Oui, alors il y a vraiment ce phénomène qui est que ce qu'on désire, finalement, ça apporte beaucoup plus de plaisir que le fait au moment où on l'a, finalement, on est déçu parce que ça se finit. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que c'est pas que Instagram, c'est évidemment les séries. Avec Rota, c'est ce qui s'est passé. Il y a la série. Je cite le directeur général d'Airbnb qui dit avec la série Emily in Paris sur Netflix, tout le monde veut visiter Paris. Une série télé. Oui, tout à fait. Peut faire, enfin Paris quand même, une ville millénaire, c'est une série télé qui la propulse ? Oui, on va aller voir le marché qui était dans Emily in Paris, qui est typique et qu'elle va voir, elle. Donc en effet, il y a vraiment tout ce qui est mis sur les médias qui va faire qu'on a envie de faire, c'est du mimétisme, de faire ce que fait la star. Et donc, on va tous au même endroit, comme on s'habille de la même façon que la star. Donc oui, c'est vraiment ce que crée la consommation et c'est comme ça que ça fonctionne sur les destinations touristiques. Mais n'oublions pas qu'en effet, la Tour Eiffel, avant qu'il y ait Instagram, tout le monde allait voir la Tour Eiffel et donc ça a toujours existé. Alors, est-ce qu'il faut encourager, Nicolas Bouzou, ce surtourisme, enfin, ce tourisme au risque de tomber dans le surtourisme ? On a eu l'impression que jusqu'à présent, on était un petit peu dans la croissance un tout craint. On se souvient de Laurent Fabius qui disait on est à 90 millions de touristes, objectif 100 millions de touristes. On ne se posait pas la question. En fait, je pense qu'il faut faire les deux. C'est-à-dire qu'on l'a dit tout à l'heure, le tourisme, c'est quelque chose qui est très important en France, donc il faut être pragmatique, il faut encourager ça. Il n'y a pas de raison que la France ne soit pas un grand pays touristique. Avec un vrai défi, c'est que les étrangers, notamment, restent un peu plus longtemps en France, parce que les statistiques, et notamment les chiffres auxquels Laurent Fabius, quand il était ministre des Affaires étrangères, puisque maintenant le tourisme est rattaché aux affaires étrangères et plus à Bercy. C'est une évolution qui est liée à Laurent, qui avait été une demande de Laurent Fabius d'ailleurs. Mais en fait, ces chiffres sont... il faut les prendre un tout petit peu avec précaution parce que le problème de la France, c'est que beaucoup de gens y passent, mais n'y restent pas nécessairement longtemps. Donc quand vous regardez, donc on dit Paris toujours ville la plus visitée du monde. C'est vrai, mais c'est aussi parce que c'est un lieu de transit qui est important. Si vous regardez la liste des villes où vous avez le plus de visiteurs au monde, vous allez tomber sur des villes turques ou des Émirats que vous ne connaissez pas bien, mais qui sont des très grands hubs aéroportuaires. Donc il faut faire attention à ça. Donc il faut continuer de développer le tourisme en France, mais en effet, il faut faire en sorte qu'il soit mieux réparti géographiquement. Et pour ça, la France est le meilleur pays au monde. Parce que... un de mes maîtres intellectuels qui s'appelait Fernand Braudel, qui est l'un des plus grands historiens et économistes du XXe siècle, avait écrit un livre majeur qui s'appelait L'identité de la France, qui expliquait que la France était le pays, ce qui fait la France, l'identité de la France, c'est sa diversité, et en particulier la diversité des paysages. Vous ne pouvez pas dire que la France est le plus beau pays du monde, parce que d'autres pays sont absolument extraordinaires, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que et ce qu'expliquait Braudel, c'est que 15-20 km, en fait, suffisent à découvrir des paysages. Et ça, du point de vue touristique, c'est une chance qui est extraordinaire. Alors, on commence à avoir des initiatives intéressantes. Moi, quelque chose qui m'a passionné, que j'ai trouvé un signal très intéressant. Alors, je ne sais pas si on peut citer des marques, mais je me permets de le faire quand même. Le Guide du Routard a sorti en juillet un guide du Routard sur la Seine-et-Marne. Voilà. Il n'y avait jamais eu de guide sur la Seine-et-Marne. Et en fait, j'ai lu ce guide parce que j'habite, comme vous sans doute, en région parisienne. Et vous découvrez un patrimoine insoupçonné. Extraordinaire. Enfin, je veux dire, avec un nombre de châteaux complètement incroyable, des villages et pas seulement provinces complètement incroyables, une culture gastronomique d'une diversité absolument extraordinaire. Donc, on a vraiment ce levier en France que d'autres pays n'ont pas. Linda Lenné, c'est vrai que cette expression surtourisme, elle a fait irruption dans le débat national. On a l'impression que s'il est mal maîtrisé, le tourisme va susciter du rejet. Est-ce que c'est l'un des risques d'ailleurs ? Alors oui, déjà pour rebondir sur ce que vient de dire Nicolas Bouzou, c'est vrai qu'il y a un sociologue, Jean-Didier Urbain, qui dit que l'avenir du tourisme passe par la dispersion. C'est vrai que c'est un enjeu absolument déterminant. Et en fait, c'est... Pas tous aller au Mont-Saint-Michel, même si on a tous envie d'y aller ?
Alors, on peut bien sûr aller au Mont-Saint-Michel, mais après, il faut aussi faire beaucoup de pas de côté. Déjà pour se laisser surprendre. Là, ce guide, finalement, vous a permis de redécouvrir le département et justement de voir peut-être des châteaux que vous n'aviez pas soupçonnés à seulement 100 km. Donc, il ne faut pas simplement voir des totems. Il faut aussi justement partir un tout petit peu à l'aventure, passer de touristes à voyageurs. Et puis, la solution, c'est effectivement aussi une meilleure régulation. Votre reportage le montrait. Voir le Mont-Saint-Michel quand on est comme ça, des uns à côté des autres, comme dans le métro, franchement, c'est pas idéal. Alors, mettre des quotas, ça c'est vraiment très... C'est la solution qui émerge. Hein. Alors, c'est une solution qui émerge, mais en fait, chaque territoire, chaque site a ses particularités. Donc, c'est pas facile de déterminer que le quota doit s'appliquer à la plupart des sites touristiques. Bien sûr qu'au niveau de la calanque de Surgiton, là, qui était abîmée par le piétinement à côté de Marseille, là, effectivement, il fallait veiller à protéger l'environnement. Et ce qui est assez formidable, c'est que ça a été bien accepté par la population, par l'opinion publique, par les touristes eux-mêmes. Plus de 600 personnes par jour. Hein. Alors, c'est 600 ou 400 400 par jour. Et en fait, là, ce qui est intéressant aussi, c'est que la destination a utilisé les réseaux sociaux pour faire de la prévention, pour expliquer pourquoi. Pour expliquer que c'était d'abord pour préserver l'environnement, donc acte citoyen, responsabilisation, et puis pour expliquer comment ça allait se passer. Et finalement, au bout du bout, ça veut dire que l'expérience, elle est bonifiée pour le voyageur. Donc tout le monde est gagnant. Voilà. Il y avait tout à l'heure une question téléspectateur qui disait est-ce qu'il faudra s'y prendre un an à l'avance pour réserver, pour aller visiter les châteaux de la Loire. Alors, voilà. Je réserve, tiens, mon créneau, le 26 juin 2025. C'est un vrai ce sujet. qui nous attend, c'est ce qui nous pend au nez. C'est ce qui nous pend au nez, mais c'est une bonne chose, j'ai envie de vous dire. Quelque part, l'anticipation de ces vacances, de ces voyages, va être dans tous les cas un élément clé aussi du point de vue tarifaire et budgétaire. Il faut en avoir conscience. Aujourd'hui, plus vous réservez tôt sur un vol moyen courrier, sur un vol long courrier, ou même sur des hôtels proches de chez vous, et plus vous avez de chances d'avoir un tarif relativement accessible. Plus vous allez attendre la dernière minute, plus vous allez subir l'effet demande supérieure à l'offre, ou l'effet yield, on appelle ça comme ça aujourd'hui dans l'aérien par exemple, qui fait qu'effectivement les compagnies ont tendance à très peu de jours des périodes de départ d'augmenter les tarifs parce que la pression est forte de la part de la demande. Donc l'anticipation est évidemment une solution clé pour avoir accès d'abord à des budgets raisonnables et puis au-delà de ça pour avoir accès à du choix, avoir accès à de l'hébergement et avoir accès justement aux sites que vous souhaitez visiter parce qu'il y a aussi une pression sur les hôtels. Allez, tout de suite on revient à vos questions. L'avion est moins cher que le train, Pascal Ebel. Cela n'incite pas au tourisme de proximité. Ça, c'est vrai d'abord. Hein, oui, tout à fait. Oui, donc il y a une étude qui vient de sortir, qui a été faite par une ONG, par Greenpeace, qui dit que c'est au moins 2 fois plus cher. Donc en effet, il faut qu'il y ait des changements en effet sur les réglementations, notamment le kérosène qui n'est pas taxé. C'est quelque chose qui. Mais on voit quand même qu'il y a quand même en ce moment un boom du transport ferroviaire. Notamment. On ira en Grèce en train dans une. Voilà, notamment il y a les trains de nuit qui réouvrent. Et donc on fait des parcours en Europe de l'Est, et on découvre des zones qui sont plus proches en train. Donc ça se développe en effet, même si par rapport à la voiture, qui est 70% du déplacement, est toujours plus important. Notre génération avait Interrail et moi je suis allé en Grèce en train. C'est en train de revenir ou pas? Alors ça revient. Effectivement, il y a une traction du train, si je puis dire. Ça devient un mode de transport à la mode. Et ça veut dire aussi que le voyage commence dès qu'on monte à bord. Donc ça, c'est le temps plus long, c'est le slow tourisme. Et c'est vrai que ça fait envie. Maintenant, il y a une réalité. Le voyage, ça n'est pas aller dans des low-cost épouvantables qui vous maltraitent comme du bétail. C'est prendre le temps. Alors oui, dans l'absolu, c'est ce qu'on a envie de croire. Maintenant, si on reprend justement le problème du prix, eh bien, il est un frein au voyage en train. Et j'en veux pour preuve, une étude dit que parmi les jeunes, eh bien, le premier mode de transport, ça reste la voiture, après l'avion. Et en troisième, le train. C'est une réalité, parce que j'avais fait un test sur Paris-Barcelone, aux mêmes dates, même jour. Entre le train et l'avion, il y avait une différence de 100 € l'aller. Donc si vous partez à 4, ça fait quand même 800 € pour une famille. Donc j'entends quand la SNCF dit, et c'est vrai, qu'elle fait parfois des tarifs très attractifs, mais la réalité, si on prend la moyenne, c'est que le train coûte vraiment plus cher que l'avion. Et si le gouvernement veut justement pousser les modes de transport décarbonés, il faut que la tarification évolue.
Guillaume Linton, question d'Alain dans le Val-de-Marne. Ne faudrait-il pas à l'avenir revoir les périodes des vacances ? C'est une vraie solution, c'est un vrai sujet. Et effectivement, ce serait un très bel atout, quelles que soient les destinations envisagées. Ça permettrait, là aussi, on l'évoquait tout à l'heure, de disperser les flux. C'est surtout ça le sujet, encore une fois. On n'est pas que sur une dispersion spatiale, on l'évoquait quand on parlait du surtourisme, on est aussi sur une dispersion temporelle. Selon les zones, on est des vacances différenciées, Exactement. peut-être un peu plus l'hiver. Peut-être un peu plus l'hiver, peut-être favoriser là aussi des départs légèrement décalés. On déconcentrer un peu. On déconcentre les flux, on désaisonnalise quelque part, on joue davantage sur l'intersaison, parce que ça aussi c'est un vrai sujet. Comment mieux animer le printemps et l'automne, que ce soit pour des destinations françaises, des destinations là aussi, on en parlait tout à l'heure pour le sud européen, mais aussi pour des destinations long courrier, avec une moins grande pression tarifaire, l'oublions pas, c'est un vrai sujet dans un contexte inflationniste, et avec encore une fois un confort de voyage et destination beaucoup plus agréable. Alors, qui veut répondre ? Est-il encore possible de partir en vacances sans dépenser trop d'argent ? Le budget moyen pour un foyer des vacances, c'est 1656 €. C'est 682 € par personne en moyenne. Alors, ça m'intéresse de répondre. Allez-y. Déjà, pour rebondir sur le temps scolaire, il y a une proposition du sociologue Jean Viard, mais également reprise, en tout cas présentée, défendue par Éric Labonardière de la plateforme Evaneos, qui consiste à dire et pourquoi finalement, sur l'année scolaire, ne permettrions-nous pas à des familles de partir pendant une semaine en dehors des vacances scolaires ? Pourquoi ? j'ai le droit à une semaine, Ouais. plutôt que de faire croire que mes enfants sont malades, c'est dans les règles. Mais assumer, je l'apprends. c'est-à-dire que l'école l'autorise. Alors ça devait partir à des tarifs plus abordables. Il faut rappeler quand même que 40% des Français ne partent pas en vacances. Donc il y a un vrai sujet de créer un sujet autour de la découverte. Et pour ce qui est de peut-on voyager avec un petit budget ? Ouais. En fait, on va revenir par exemple à l'hôtellerie de plein air. Si vous choisissez un terrain nu avec votre toile de tente, vous pouvez trouver des tarifs abordables. Il y a aussi le bivouac qui est à la mode. Il y a une polémique là, sur la raréfaction des terrains nus dans les campings. C'est vrai. Le tourisme de luxe est-il en perte de vitesse ? Sur la Côte d'Azur, alors c'était souvent le fait de Russes, alors là qui pour le coup ne sont plus là. Est-ce qu'il y a toujours des milliardaires pour remplir les palaces 5 étoiles ? Je vous vois dire oui, Guillaume Linton. Ah ouais, moi je crois qu'il n'y a vraiment pas de perte de vitesse de ce côté-là. Nous on l'observe sur la clientèle française en particulier. Vous évoquez la clientèle étrangère. Sur les Français, on l'a vu avec l'inflation des tarifs aériens, sur des zones vers l'Asie notamment ou vers le Pacifique, c'est quasiment 25-30% d'inflation tarifaire sur le billet d'avion. Et pour autant, on a retrouvé quasiment les niveaux d'avant-pandémie sur nos axes et sur nos destinations. Donc ça prouve bien qu'il y a une appétence très forte. On parlait tout à l'heure effectivement de cette envie de voyager, cette envie d'évasion. Elle est plus forte quelque part que la contrainte tarifaire. Donc même sur des voyages long courriers, sur des budgets à 10, 15, 20 000 €, il y a une demande aujourd'hui qui s'exprime de la part des Français. Et encore une fois, peut-être pour des séjours à destination un peu plus longs, on parlait aussi du rapport qualité-prix, c'est aussi ce qui fait quelque part l'appétence des voyageurs pour des destinations plus lointaines où le niveau de vie est beaucoup moins élevé que ce qu'on peut connaître en Europe. Donc on payera un peu plus cher sur l'avion, avec un séjour plus long, on va assez vite équilibrer son budget parce que la restauration, l'hôtellerie, les excursions, les guides, les chauffeurs, les locations de voitures seront un peu moins coûteuses à destination. Nicolas Bouzou. Oui, ce qu'on dit là pour le luxe est vrai pour l'ensemble de la population. En fait, ce sera peut-être l'une des surprises de l'été. On ne peut pas encore en faire le bilan par définition, mais quand on regarde les enquêtes, en fait, on voit que malgré l'inflation et des pertes de pouvoir d'achat qui ont été objectives pour la plupart de nos concitoyens ces dernières années, le nombre de gens qui projettent de partir en vacances est très élevé, sans doute aux alentours de 70%. Et ce que dit la ministre du Tourisme, Olivia Grégoire, c'est qu'il est même possible, on n'en est pas sûr, mais il est même possible qu'on soit à des niveaux records. Donc on voit quand même que les Français partent en vacances cette année en dépit de problèmes objectifs de pouvoir d'achat. Pascal est belle, ce matin, il y avait des reportages, en effet, sur France Info, Gare de Lyon, de Français qui se serraient la ceinture, mais qui disaient je veux me l'offrir, je veux la prendre cette semaine de vacances. Et ça fait 6 mois que je vous des pattes. Oui, c'est parce qu'il y a quand même cet effet de rattrapage. C'est-à-dire qu'en 2022, on était un peu en dessous. Donc, on part une année sur deux quand on a peu de moyens. Et donc, il y a vraiment cette envie de partir. Ça fait rêver. Quand on pose la question qu'est-ce qui vous fait rêver, quel est votre vœu pour le bonheur, c'est évidemment les vacances et le soleil. Donc ça reste très, très vrai. Et là, en ce moment, en effet, les gens sont partis et ils ont une petite difficulté qui est quand même
même celle de l'alimentation, où les prix sont toujours 13% plus élevés. Donc, ils vont aller moins au restaurant. Ils s'adaptent, en fait. On sait s'adapter, mais on veut partir parce que c'est ce qui donne un peu de souffle dans l'année. Et donc, les gens se sont rattrapés cette année. Ouais. Linda Lenné, quels sites touristiques sensibles ont déjà limité le nombre de touristes? Alors, on a parlé des calanques de Sugiton, à côté de Marseille. Je crois qu'il y a Porquerolles aussi qui est limité. Porquerolles, effectivement, qui a limité le nombre d'arrivées en bateau. Oui, tout à fait. Porquerolles, c'est à 6 000 visiteurs par jour. Voilà. Il y a également l'île de Bréa, qui est limitée à 4 700 passagers par jour sur les bateaux. Venise, est-ce que Venise a pris des mesures pour essayer de contrôler? Alors Venise, c'est un bon exemple parce que Venise, effectivement, essaye depuis de nombreuses années de mettre en place une taxe, notamment pour dissuader les visiteurs de ne faire que passer. Donc pour encourager les touristes à rester plus longtemps sur place. Ça, c'était un projet bien avant le Covid et en fait, il est reporté de semestre en semestre. Ça ressemble à quoi? Est-ce que vous recommandez aujourd'hui d'aller à Venise ou bien ça n'a aucun intérêt, c'est devenu Disneyland? C'est difficile de répondre à cette question. Ah, c'est pour ça que je vous la pose à la fin. Mais pour avoir été à Venise sur place, mais au mois de janvier, je continue quand même d'apprécier la ville de Venise. En train d'ailleurs, en train. Quelles sont les régions françaises qui attirent le plus de touristes cet été? Alors, c'est un peu tôt pour répondre. On va voir. À l'instant, la côte, le sud et le littoral plaît toujours. C'est-à-dire que le littoral, c'est une valeur sûre. 40% à peu près des Français, au moins, iront sur le littoral. Après, on pourra avoir une bonne surprise du côté de la montagne, puisque justement, il fait un peu plus frais en altitude. Mais c'est vraiment après la saison qu'on aura le bilan de la ministre Olivia Grégoire. Alors, une question, mais qui est au fond un constat. Ceux qui allaient en Grèce, en Espagne, en Italie iront peut-être en France. C'est une bonne nouvelle pour nous, non? Peut-être que l'année prochaine. Alors, il y a les JO 2024 quand même. Ah, il y aura du monde, vous avez raison. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission et de l'avoir suivi. On se retrouve lundi pour un nouveau C'est dans l'air. Bon week-end sur France 5 et à lundi.